Alors un sujet qui me semblait tout de même intéressant à traiter un jour, je voudrais donc vous parler de risque de choc électrique, donc d'électrisation ou pire d'électrocution liée au secteur. On s'intéressera ici que à la source secteur et pas non plus à l'électricité statique, ce qui est encore autre chose. Je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, c'est-à-dire quelle valeur d'intensité est dangereuse, quelles sont les limites de tension qui présentent des risques. Je vais simplement expliquer dans un premier temps comment finalement cette électricité en provenance du secteur, donc des prises par exemple, fait pour réussir à circuler dans le corps humain. Ensuite, en deuxième partie de vidéo, je vous présenterai une méthode permettant d'essayer de se prémunir de ce risque de choc électrique, méthode qui est l'emploi d'un transformateur d'isolement. Et puis ensuite, en dernière partie de vidéo, on verra un autre usage du transformateur d'isolement complètement différent du premier et qui lui sera beaucoup plus technique. Alors s'électrocuter ou s'électriser, ça implique que du courant ait traversé le corps humain. Or, pour qu'un courant puisse traverser quelque chose, un corps, ou plus habituellement un appareil ou une lampe, il lui faut obligatoirement un point d'entrée et un point de sortie. Exactement comme pour que cette simple lampe puisse briller grâce à cette batterie, il faut que les deux bornes de la lampe se retrouvent en contact avec les deux bornes de la batterie pour qu'on ait un circuit fermé et qu'il puisse y avoir circulation d'électrons et donc de courant. Alors pardon de rappeler un exemple d'aussi bas niveau, mais c'est simplement pour bien avoir en tête cette histoire de circuit fermé nécessaire pour que du courant passe. Parce que dans le cas d'un choc électrique donc en rapport avec le secteur, il suffit de toucher un seul mauvais fil dans un appareil par exemple, une seule mauvaise vis, une seule mauvaise borne, une seule mauvaise lamelle métallique pour se prendre du courant, ce qui peut laisser penser que un seul point de contact avec quelque chose suffit. Alors en pratique, c'est pas ce qui se passe. Le fait d'avoir les pieds en contact avec le sol constitue déjà un deuxième point de contact et donc en cas de choc électrique, le courant va être capable de sortir d'un fil que vous avez touché par exemple, de traverser votre corps et de ressortir par les pieds. Alors maintenant, pourquoi le courant fait un parcours a priori aussi inattendu? Eh bien pour le comprendre, il faut étudier au moins un minimum comment est faite la distribution d'électricité dans nos maisons. Donc l'électricité qui arrive chez nous, donc dans les prises, dans les arrivées de luminaires, ne provient pas directement des centrales électriques. Elle transite entre-temps par tout un tas de postes électriques qui font partie de ce qu'on appelle le réseau électrique. Et le poste qui nous intéresse pour pouvoir fournir l'explication quant au risque d'électrocution, c'est le dernier, c'est-à-dire le poste qui se trouve le plus près de chez nous, le plus près de l'habitation, qui peut ressembler à ce genre de truc. On voit beaucoup ça en campagne, c'est-à-dire un simple transformateur en gros monté en haut d'un poteau pour les petites puissances, alors qu'en ville on voit plutôt ce genre de choses là, ce genre de local qui contient comme élément principal à l'intérieur un transformateur. Donc ce qui se passe, c'est que ce genre de local ou ce genre de transformateur suspendu reçoit, à ma connaissance, très souvent 3 tensions de 20 000 volts, donc du 20 000 volts triphasé, et le transformateur a pour rôle d'abaisser la tension en 230 et 400 volts très souvent, et c'est donc grâce à ce transformateur qu'on va pouvoir avoir 230 volts chez nous sur nos prises. Alors en pratique, c'est des transformateurs assez complexes qu'il y a là-dedans, donc ils sont triphasés, ils ont différents couplages possibles, c'est des choses assez lourdes, et pour simplifier l'explication quant au risque de choc électrique, on va dire que là-dedans, dans ces postes, on a un seul transformateur monophasé qui a un primaire qui reçoit une tension de 20 000 volts et qui au secondaire nous fournit 230 volts qui vont pouvoir alimenter notre habitation. Alors ces deux bornes-là de secondaire de transformateur correspondent aux deux bornes qu'on a dans une prise chez nous. Et il se trouve que pour des raisons techniques, il a été décidé de relier une des bornes du transformateur à une prise de terre. C'est-à-dire que très concrètement, on a pris une des deux bornes, on l'a raccordée avec un piquet planté dans le sol et un conducteur métallique relié au piquet, entre la borne et le piquet, ou autre méthode pour constituer une prise de terre. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ce point-là se retrouve également au potentiel de la Terre grâce à la liaison faite avec cette prise de terre. Donc, on appelle cette prise de terre la prise de terre du neutre EDF. Et une fois qu'on a fait donc ce genre de raccordement-là, on se met à appeler ce conducteur-là le conducteur de neutre et le dernier restant le conducteur de phase. Alors ici, on parle de transformateur qui utilise donc de l'alternatif. Et donc, parler de sens du courant n'a pas vraiment de signification, de réalité physique. Mais je vais quand même le faire pour me simplifier un peu la tâche. Donc ici, comme pour mon exemple de batterie et de lampe tout à l'heure, le courant qui pourrait sortir de la borne phase du transformateur
a toujours, entre guillemets, l'envie de rejoindre la borne neutre, pour qu'on ait un circuit fermé. Il a deux façons de le faire, la façon souhaitable et la façon pas sympathique. La façon souhaitable, c'est quand vous branchez un appareil dans une prise, il se retrouve branché entre phase et neutre, et à ce moment-là, du courant va pouvoir circuler dedans, il va être alimenté, ça vous rend service. Et la façon pas sympathique, c'est quand malheureusement une partie de votre corps entre en contact avec un fil de phase. À ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le courant va être capable de sortir du fil de phase, traverser votre corps et ressortir par les pieds. Pourquoi il ressort par les pieds? Puisque en fait, le fait d'avoir les pieds au sol vous relie quelque part à une forme de prise de terre, alors certes très imparfaite, mais quand même existante, et ça permet au courant, en ayant traversé votre corps, de réussir, en traversant le sol, le sable et tout ce qu'on veut, et la terre, à rejoindre la borne neutre du transformateur EDF en ayant réussi à remonter via la prise de terre du neutre EDF. Voilà, donc c'est très simple. En voyant le schéma comme ça, vous vous apercevez que vous avez effectivement une boucle fermable et fermée si vous touchez un fil de phase. Alors une fois qu'on a dit tout ça, vous avez tout de même pu constater au cours de votre vie que les oiseaux, eux, arrivaient à rester parfaitement vivants tout en étant posés sur des lignes électriques, quelle que soit la tension, 20 000 volts, 225 000 volts. Et la raison technique à cela est plutôt intéressante. C'est dû au fait que les oiseaux étant posés sur un seul fil à la fois, ils sont effectivement soumis au potentiel électrique du fil, mais à part ce contact avec le fil, le reste du corps de l'oiseau est seulement en contact avec de l'air, une épaisseur d'air suffisante pour qu'on puisse la considérer comme un isolant électrique. Et par conséquent, l'oiseau est soumis à un seul potentiel et pas à deux potentiels différents, ce qu'on appelle une tension et qui permet à du courant de circuler dans quelque chose. Et donc, le courant n'a pas la possibilité de sortir du fil, traverser le corps de l'oiseau, y faire des dégâts et rejoindre ce qu'il aurait entre guillemets envie de rejoindre, c'est-à-dire soit un autre fil de la ligne à un autre potentiel éventuellement, soit la terre, le sol. Et donc, pas de circulation dans le corps de l'oiseau, il reste vivant et en parfaite santé. Alors nous, bricoleurs, bricoleuses, on est évidemment plus soumis que le reste de la population normale au risque de choc électrique. Et en voyant les oiseaux rester vivants sur les lignes, on a peut-être envie de se dire, mais ce serait bien si on pouvait techniquement reproduire la même situation que ça, c'est-à-dire faire en sorte, pendant qu'on va faire des manipulations dans un appareil, d'être soumis, si possible, à un seul potentiel à la fois, de façon à limiter le risque. Et il y a une solution technique qui permet de se rapprocher de ça, c'est l'emploi d'un transformateur d'isolement. Alors un transformateur d'isolement, en voici un par exemple. Donc ça porte ce nom-là, mais c'est en fait un transformateur qui est complètement normal. C'est simplement qu'il n'a pas spécialement pour rôle, bien qu'il puisse tout à fait le faire en même temps, comme celui-ci d'ailleurs, pour rôle de modifier la valeur de tension entre ce qui arrive au primaire et ce qui ressort au secondaire. Mais il a surtout pour rôle de nous fournir un isolement galvanique, c'est-à-dire sans contact électrique, entre la source qui est branchée au primaire et ce qui ressort au secondaire. On peut aussi dire qui va être capable de nous fournir des nouvelles sources de tension alternatives, mais qui, elles, sont à l'origine totalement flottantes, c'est-à-dire dont aucun des pôles n'a été branché préalablement à quoi que ce soit. Et évidemment pas à une prise de terre, par exemple. Donc celui-ci supporte 230 ou 400 volts sur son primaire, et côté secondaire, il nous donne 115 ou 230 volts selon comment les enroulements sont raccordés. Donc côté primaire, j'ai accordé un cordon secteur classique avec une fiche. Les secondaires sont branchés en série de façon à ce qu'on obtienne 230 volts et sur ce secondaire est raccordée une lampe 230 volts via des fils nus. Je vais maintenant brancher cette fiche sur une prise classique secteur. À ce moment-là, sans surprise, nous voyons la lampe s'allumer. C'est tout à fait normal puisqu'il était prévu qu'elle se prenne à ses bornes une tension de 230 volts qu'on peut d'ailleurs venir mesurer. Voilà, donc là on obtient un petit peu plus, c'est normal, c'est parce que cette petite lampe ne charge pas assez le transformateur pour faire chuter la tension jusqu'à atteindre 230 volts par exemple. Et alors, là où ça devient intéressant avec ce transformateur d'isolement, c'est que je peux me retrouver avec des doigts en contact avec un des pôles du secondaire sans prendre la moindre décharge électrique. Si mes doigts se retrouvent maintenant sur l'autre pôle, c'est pareil, ils sont pas différents, je ne prends pas le moindre courant à travers le corps, et donc c'est plutôt intéressant, et c'est surtout parfaitement normal quand on regarde le schéma électrique correspondant à cette situation. Donc dessinons-le. Donc là, à gauche, nous avons le vrai secteur fourni par EDF, qui passe par le transformateur d'isolement 230 volts vers 230 volts, la lampe branchée sur le secondaire,
Et alors, mon corps faisant contact avec une des bornes du secondaire, on peut le représenter par une résistance, hein, la résistance du corps humain, justement qui permet de véhiculer du courant, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en risque. Alors, résistance d'un côté branchée à un des pôles du transformateur, et de l'autre, j'ai les pieds au sol, donc on va dire raccordé à une prise de terre. Et alors, l'histoire est toujours la même, c'est-à-dire que le courant qui cherche à sortir d'une des bornes du secondaire a entre guillemets envie de rejoindre l'autre. La lampe étant branchée entre les deux pôles secondaires, elle remplit cette condition, c'est pour ça qu'elle est traversée par du courant. Mais alors là, cette résistance-là qui représente mon corps, il n'y a pas vraiment moyen de la parcourir ici. Imaginons que du courant veuille sortir d'une des bornes, à traverser... Ah oui d'accord, de l'autre côté j'ai les pieds reliés à la terre, et alors? Il n'y a aucun parcours possible qui permet de faire le bouclage, de rejoindre l'autre borne. Et c'est pour ça que je ne me prends aucune décharge. Alors bien évidemment, il n'y a pas de miracle. Utiliser un transformateur d'isolement au lieu du vrai secteur ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, puisque si je me retrouve avec des doigts sur un pôle et d'autres doigts ou autres parties du corps en contact avec le deuxième pôle, là je vais fermer le circuit et je vais me prendre 230 volts aussi bien que la lampe se prend les 230 volts. Et là je vais avoir un accident, probablement. Mais contrairement au vrai secteur, où ici avec le secondaire isolé, mon point de contact avec la terre, c'est-à-dire les pieds au sol, ne compte pas pour pouvoir fermer un circuit, il faudrait quand même beaucoup plus de malchance, si on fait quand même un minimum attention, pour se retrouver avec deux parties du corps en contact avec des potentiels différents. Ce qui fait qu'avec un truc comme ça, on peut quand même faire des manipulations en étant un peu plus en sécurité. Alors pour rechercher encore plus de sécurité, on peut aussi décider de mettre l'appareil dans lequel on va aller mettre les mains, donc là c'est une lampe, mais c'est pour montrer, sur un support sérieusement isolant, de façon à ce que, on ne sait jamais, de manière furtive, l'appareil n'aille pas se relier à la terre tout seul, d'une façon qu'on n'aurait pas vue, surtout si on a une table en céramique, en carrelage ou en métal, par exemple. Et pour être encore plus en sécurité, on peut aussi décider de faire toutes les manipulations qu'on aurait à faire sur un appareil sous tension alimenté par un transformateur comme ça, avec à chaque fois une seule main présente dans l'appareil. Parce que si vous avez deux mains présentes dans un appareil, vous avez toujours le risque que du courant puisse rentrer par une main et ressortir par l'autre. Ça, c'est un parcours super dangereux puisque ça force le courant à passer tout près des organes vitaux, cœur, poumon, cerveau. Alors que si vous n'avez à chaque fois qu'une main présente dans l'appareil, ce parcours est impossible. Vous pouvez toujours vous prendre du courant qui passerait par exemple d'un doigt à l'autre, ou même tous sur le même doigt. Comme le parcours est court, ça peut d'ailleurs faire une sacrée brûlure, mais il vaut mieux se faire une bonne brûlure à la main qu'avoir du courant qui passe par un parcours super critique. Dans les sanitaires où vous trouvez parfois des prises de forme particulière spéciales rasoir, justement la spécialité de ces prises, c'est que derrière c'est pas le vrai secteur, c'est le secteur qui a passé un transformateur d'isolement pour être un peu plus en sécurité. Ce qui vous explique d'ailleurs aussi par la même occasion pourquoi vous avez parfois deux tensions indiquées dessus, 230 et 120 volts. On peut se demander d'où sort le 120 volts. Et si on sait maintenant qu'il y a un transfo dans le boîtier, on comprend qu'il est facile d'obtenir une nouvelle tension. On va à présent voir un usage complètement différent du transformateur d'isolement. Et attention, c'est un usage qui annule totalement l'effet recherche de sécurité dont je viens abondamment de parler en première partie. Donc ce type de transformateur peut nous permettre d'aller faire des mesures sur le secteur avec une sonde classique d'oscilloscope branchée sur une entrée classique, sans tout faire sauter, sans problème. Alors après, on peut aussi utiliser des sondes, justement pas comme ça, mais des sondes dites différentielles, ou des oscilloscopes qui ont des sondes différentielles intégrées, mais justement c'est pas ce dont je parle là. Alors habituellement, on ne peut pas aller brancher ce type de sonde d'oscilloscope directement sur le secteur, pour plusieurs raisons. Il y a des personnes qui vont considérer que l'isolement ici et tout ça, c'est pas parfait, c'est pas adéquat, ça présente un risque au niveau sécurité. On peut aussi se poser la question de savoir si la tension maximum atteinte par le secteur, la tension instantanée 230 fois racine de 2, est compatible avec le maximum que supporte l'oscilloscope. Donc le mien supporte maximum 400 volts, donc 325 volts en théorie, ça ferait pas de dégâts. On peut aussi se demander si les calibres, c'est-à-dire le nombre de volts par division disponible au maximum sur l'oscilloscope est compatible avec une mesure sur le secteur. Donc sur le mien, je peux monter à 5 volts par division, ce qui veut dire que si je place mon 0 au milieu, je peux voir maximum plus 20 volts ou moins 20 volts. Donc pour voir le plus ou moins 325 volts du secteur, c'est pas possible. Et pour moi, il y a surtout un problème qui est purement électrique, qui empêche tout.
c'est que eh bien, cette partie de la prise BNC de l'oscilloscope, on l'appelle la masse, et en interne de l'oscilloscope, elle est reliée au conducteur de protection faisant partie du cordon d'alimentation de l'oscilloscope. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, cette partie-là, masse, est reliée, via le réseau de la maison, à une prise de terre. Par conséquent, si cette pince de masse de la sonde se retrouve en contact avec une des faces du secteur, feu d'artifice, ça fait un court-circuit, il y a un fusible qui saute ou il y a un disjoncteur qui coupe, bref, on ne peut pas faire la mesure. Et quand bien même on ferait le choix de brancher cette pince de masse sur le conducteur de neutre pour éviter un court-circuit, puisqu'à ce moment-là, ça ne ferait pas vraiment un court-circuit, parce que dans une maison, normalement, les potentiels conducteurs de protection, le jaune-vert et neutre, sont tout proches, donc ça ne ferait pas de court-circuit, mais ça poserait encore un autre problème, parce que si on branche cette pince de masse reliée donc à la Terre sur le conducteur de neutre, bah admettons que le parcours habituel du courant soit de sortir par la phase, traverser une charge et revenir par le neutre. Si vous avez branché une pince de masse comme ça reliée à la Terre sur le neutre, bah vous allez avoir une partie du courant qui, au lieu de repasser par le neutre, va repasser par cette pince de masse. Et donc, un courant plus faible dans le neutre par rapport à ce qui est passé par la phase, bah c'est un très bon coup pour faire déclencher un dispositif différentiel présent sur la ligne. Et quand même il n'y aurait pas de dispositif différentiel faisant donc une coupure de courant suite à ça, si on branche ça sur le neutre, et donc comme je l'ai dit que ça fait dévier du courant vers la Terre, ces câbles-là, ils ne sont pas du tout faits, c'est des câbles de mesure, ils ne sont pas du tout faits pour véhiculer des courants significatifs. Il y a un courant négligeable qui passe dedans quand on s'en sert. Et donc, s'il y a un courant significatif qui se met à passer là-dedans, rien ne dit qu'on ne puisse pas endommager le câble, qu'on ne puisse pas endommager peut-être l'intérieur de l'oscilloscope, et quand même tout ça resterait intact. S'il y a du courant qui se met à passer dans le câble de mesure, le câble a une résistance, ça fait une chute de tension. Une chute de tension dans le câble de mesure, très bon moyen pour fausser complètement le résultat de la capture de tension. Et donc, quoi qu'il arrive, on ne peut pas brancher une sonde classique comme ça d'oscilloscope, brancher sur une prise BNC directement sur le secteur. En revanche, au secondaire d'un transformateur d'isolement, on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Je peux venir brancher cette pince de masse sur un des pôles, alors je le fais quand même hors tension par sécurité, et quand ce sera sous tension, il n'y aura pas de courant significatif qui sera drainé via cette liaison vers la Terre. Donc c'est une sonde qui supporte 2000 volts en pic, en crête, et qui a un taux de réduction de 100, donc je peux gripper le pôle restant avec. Et l'oscilloscope va pouvoir visualiser la tension secteur sans problème. La courbe va rentrer, si je puis dire. On va envoyer dès maintenant d'ailleurs le secteur que nous voyons apparaître sur l'écran de l'oscilloscope. Alors, je vous ai dit que faire ceci annulait complètement l'effet recherche de sécurité. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où vous branchez cette pince de masse sur un des pôles, vous reproduisez finalement la situation des postes de transformateur EDF, où vous avez le point neutre relié à une prise de terre. Là, vous avez fait la même chose, vous avez pris un des pôles et via cette pince de masse reliée à la Terre, vous reliez le pôle donc à la Terre. Et donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si jamais avec un doigt vous touchez le pôle restant, là vous allez vous prendre du jus. Et donc nous voyons, comme je le disais, le secteur apparaître sans aucun problème. Alors le secteur, vu qu'on le connaît plutôt bien en termes de forme, on sait que ça va être une sinusoïde à peu près propre, donc c'est pas ce qu'on aura le plus envie d'aller observer en premier. Et là où ce transformateur va être très intéressant, c'est qu'il va nous permettre d'aller observer ce qui se passe du côté hot des alimentations au découpage ou autres convertisseurs à entrée secteur. Et on va voir un exemple avec ceci. Donc ça, c'est un circuit extrêmement répandu qui contient un convertisseur flyback. C'est ce que vous retrouvez dans tous les adaptateurs de ce genre-là qui servent à charger téléphone portable, tablette tactile et tout ce genre de gadgets. Donc ça reçoit d'un côté le secteur, ça le convertit dans un premier temps en 325 volts continu via redressement et filtrage, et puis ensuite ce 325 volts continu est converti en 5 volts continu avec isolation galvanique entre les deux, 5 volts qui ressortent soit sur un port USB comme ici, soit sur une fiche jack plus spécifique. Alors nous, on va aller faire des mesures de ce côté-là, du côté hot, c'est-à-dire là où le secteur se balade. Et vous voyez d'ailleurs sur ce circuit imprimé parfaitement la séparation entre le côté cold sur lequel se trouve la prise USB et le côté hot, la séparation qui est ici, là, qui a une certaine tenue au niveau de tension d'isolement.
Alors ce schéma-là, c'est pour rappeler très vite ce qu'est un convertisseur flyback au niveau branchement. Donc on a le 325 volts continu qui entre ici. Il y a un transistor MOSFET dans le cas présent qui va découper à haute fréquence la tension continue d'entrée, ce qui va permettre d'envoyer des petites impulsions, des petits paquets d'énergie dans l'inductance couplée qui est ici. Et ensuite, après ça va au secondaire, mais voilà, c'est pas le sujet. Et on va donc brancher la sonde d'un côté sur la borne source de ce MOSFET et de l'autre le grip donc sur la borne drain. Donc tout est branché et je vais maintenant ne plus aller mettre les mains dans le côté hot et on alimente. Et alors nous voyons que la lampe branchée sur la sortie USB s'allume évidemment et nous voyons surtout apparaître à l'oscilloscope la courbe caractéristique qu'on attend de voir en mesurant à cet endroit-là dans un convertisseur flyback. Donc là, aux instants où la tension drain source du MOSFET passe tout près des 0 volts, ça nous indique qu'il conduit, c'est-à-dire qu'il laisse entrer un petit peu d'énergie pour qu'elle soit stockée dans l'inductance couplée. Et au moment où la tension remonte comme ça à plusieurs centaines de volts, eh bien c'est que le MOSFET s'ouvre et ne laisse plus entrer d'énergie dans l'inductance couplée. On va maintenant charger un petit peu plus le convertisseur, c'est-à-dire que je vais brancher une deuxième lampe du côté port USB. Et quand on fait ça, sans faire de court-circuit si possible, on voit que les temps où la tension passe tout près des 0 volts s'allongent. Et c'est tout à fait normal, ça nous indique que le MOSFET conduit un petit peu plus longtemps à chaque cycle, de façon évidemment à ce que plus d'énergie soit stockée dans l'inductance couplée, afin de pouvoir évidemment alimenter la deuxième lampe. Alors on aurait pu aussi observer sur certains convertisseurs de la variation de fréquence, mais là c'est un convertisseur voilà, classique qui fait de la variation de rapport cyclique. Voilà, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails là. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on pouvait faire la mesure comme ça, côté secteur, sans endommager l'oscilloscope, sans faire sauter un disjoncteur, sans voir la moindre étincelle quelque part. Alors, pouvoir faire ce genre de mesure-là, ça va être très intéressant dans le cadre de certaines réparations d'alimentation ou autres convertisseurs, de pouvoir aller observer ce qui se passe du côté où le secteur est présent. Ça peut être aussi instructif d'aller observer ce qui se passe dans certaines alimentations. Les formes de courbes peuvent nous apprendre des choses au niveau électronique de puissance sur le comportement de certains montages. Et ça va être évidemment extrêmement intéressant dans le cadre, ça me concerne, de conception d'alimentation et découpage avec une entrée secteur. Il faut bien pouvoir aller observer ce qui se passe dedans. Une fois qu'on a conçu un truc, vérifier que les tensions au niveau des composants soient dans les clous, ce genre de choses, vérifier qu'il n'y ait pas des composants qui soient stressés avec une tension trop grande par exemple. Et donc ça nous permet d'aller observer ce qui se passe. Il faut dire aussi qu'on pourrait remplacer l'ensemble transformateur plus sonde classique par une sonde dite différentielle, utilisée d'ailleurs avec ou sans transformateur d'isolement. Et justement, j'ai entendu Electrobideur dans une de ses vidéos critiquer cette méthode transformateur plus sonde classique. Lui, il préfère les sondes différentielles. Effectivement, c'est quand même plus sécurisant. Mais je vous donne son avis parce qu'il a fait des remarques quand même que j'ai trouvé assez pertinentes. Et je voulais dire aussi que moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Je ne remets pas en cause ce qu'il a dit, hein, mais j'ai jamais eu de problème avec cette méthode-là, transformateur classique plus sonde. Alors après, évidemment, il ne faut pas aller mettre les doigts n'importe où et pas non plus faire n'importe quoi. Je ne sais pas combien de centaines et de centaines d'euros il faut aller mettre dans une bonne sonde différentielle qui ait une bande passante suffisante en fréquence élevée pour qu'on puisse avoir une représentation assez fidèle de tous les petits détails haute fréquence qu'on a de ce genre-là, qu'on peut avoir besoin de voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On pourrait aller aussi chercher d'autres points d'observation, mais c'est celui-ci qui me paraissait le plus intéressant. Et on reparlera très bientôt, je pense, de transformateurs d'isolement et de choses comme ça. Voilà, merci de m'avoir écouté.